Bonjour à tous. Dans ce duel des éditorialistes, deux thèmes. Les inondations qui, cette semaine, ont fait beaucoup de dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Et le 8 mai du PDCI au projet de parti unifié à l'issue de son bureau politique dimanche dernier. Je vous présente mes deux invités. Sylvain Debailly, éditorialiste politique à la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net, et Ignace Bidi, notre éditorialiste politique. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, les inondations ont encore fait beaucoup de dégâts et causé des pertes en vie humaine. 20 morts à Abidjan et dans d'autres villes du pays. À la mi-journée de ce mardi noir, le chef du gouvernement était sur les lieux du sinistre aux côtés des populations. Le président Ouattara, dans la foulée, a écourté son séjour en France pour prendre la juste mesure de la situation. Après un conseil national de sécurité de crise, il est allé à son tour sur les lieux des dégâts pour soutenir les populations. Je vous propose de l'écouter. Pour le chef de l'État, deux causes sont à la base de ces dégâts, le changement climatique et l'incivisme. On l'écoute. Les conséquences sont là, elles sont visibles et elles nous touchent. Nous sommes meurtris, mais ce qui importe, ce sont les causes. Alors les causes, bien sûr, il y a des causes générales avec le dérèglement climatique. Et c'est pour cela que nous nous sommes très attachés aux décisions de la COP21 à Paris et aux initiatives du président Macron quant à faire en sorte que nous puissions retenir et même réduire le niveau d'élévation de la température dans le monde. Et ceci est un travail international. Je pense que la communauté internationale est totalement engagée. Nous devons convaincre ceux qui n'y croient pas, parce que les réalités sont là, surtout en Afrique. Alors la deuxième chose relève de nous-mêmes, les populations ivoiriennes. Et sur cela, je voudrais à nouveau en appeler au civisme des uns et des autres. Je félicite d'abord la solidarité dont ont fait montre toutes les populations qui se sont donné la main, qui ont pu sauver des enfants, des handicapés, mais également le Premier ministre a pris des dispositions et ce sera annoncé ce soir. Nous serons très fermes à l'endroit de ceux qui construisent sur les voies d'eau. Parce qu'effectivement, le fait que les constructions anarchiques se trouvent un peu partout, cela est une des causes principales. Et je voudrais donc en appeler aux uns aux autres et dire que nous devons être disciplinés, nous devons faire preuve de civisme, parce que vous savez, la vie humaine n'a pas de prix, on ne peut pas continuer de subir des situations de ce genre. Le pouvoir a été prompt à réagir face au drame. Est-ce votre avis, Sylvain Debailly? C'est tout à fait normal que dans un pays qui est gouverné, que les premières autorités réagissent dès lors qu'il y a ce genre de drame. Mais je dirais pour ma part que nous n'allons pas toujours nous arrêter à ces solutions que je qualifierais de ponctuelles. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on voit derrière le chef de l'État, c'est tous des visages tristes. On déplore, c'est le deuil, c'est le temps du deuil, c'est le temps de l'indignation, c'est aussi le temps des lamentations, puis viendra la bonne saison. On oubliera jusqu'à ce que la prochaine catastrophe, on déplore encore les mêmes morts. Oh, vous êtes défaitiste quand même. Non, ce n'est pas défaitiste, mais c'est ce que nous constatons. Ça fait quand même 28 morts ces 4 dernières années. Je pense que le bilan est assez macabre et il faut y mettre fin. On ne saurait mettre tout ce qui est arrivé sur le compte de l'incivisme ou du seul changement climatique. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, ça se passe dans les grandes nations, il nous faut une politique de prévention de ces catastrophes. Il faut mettre beaucoup plus de moyens dans les préventions que de mettre 2 milliards, c'est peut-être beaucoup, mais de mettre 2 milliards dans les solutions ponctuelles qui ne sont pas durables. Alors, Ignace Bidi, est-ce que les seules causes de ce drame, c'est l'incivisme? Est-ce que c'est le changement climatique? Bon, le chef de l'État a
citer ces deux éléments, mais je pense que moi, personnellement, il ne fallait pas l'attendre sur les causes profondes de ces drames, puisque ça aurait été un contraste qu'à l'occasion de ces sinistres, c'est lui qui vienne faire l'état des lieux, celui qui vienne faire l'analyse de ce qui a pu produire, n'est-ce pas, ces dangers. Mais il faut remonter plutôt aux causes connues par l'opinion, c'est-à-dire déjà les travaux qui devaient se faire bien avant, hein, les mesures idoines qui devaient être prises bien avant, qu'on puisse aujourd'hui déplorer ce qui a pu arriver. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que des investissements lourds avaient été faits au préalable? Est-ce que des mesures de prévention conséquentes avaient été prises au préalable? Ceci et cela. Donc, que le président de la République, par exemple, parle de changement climatique, d'incivisme des populations, je dis ce qui est vrai. Ce qui est vrai, certes, ce qui est vrai, mais c'est pas à lui de le dire. Oui, mais on peut même dire que c'est vrai, mais c'est quand même lui le promoteur de l'Ivoirien nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on déplore encore l'incivisme des Ivoiriens? Et je crois, comme il a dit, il faut des solutions concrètes. Je lisais d'ailleurs à ce niveau un responsable à l'AFD, l'Agence française de développement, qui déplorait le fait qu'il n'y ait pas eu assez d'investissement dans la politique d'assainissement. Tout ce qui s'est fait ces dernières années à Abidjan, ce sont les travaux d'infrastructure, mais on n'a pas beaucoup pensé aux grandes canalisations, on n'a pas beaucoup pensé à l'assainissement. Quand on voyait cette grande voie qui va à Bingerville et que vous regardez les caniveaux qui ont été faits pour drainer les zones de ruissellement, vous dites tout de suite que là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, est-ce que les 2 milliards, quand même, c'est pas rien, c'est beaucoup pour répondre à l'urgence? Il y a 1650 forces de l'ordre qui seront au service des populations de ces régions, de ces zones à risque, mais certains pensent que ça ne suffit pas. J'allais dire 2 milliards pour faire quoi? Il faut déjà identifier ce qu'il faut faire, les actions. L'État l'a dit, soutenir les populations, déjà donner 1 million aux familles qui ont perdu beaucoup de choses dans ces inondations. Je pense qu'en pareille circonstance, il ne s'agit pas de contenter les populations. Il faut surtout mener des actions conséquentes. Ça surtout. Il faut déjà identifier les zones véritablement à risque et prendre les mesures par rapport aux populations. Faut-il les déplacer, s'il faut les déplacer, ou les recaser? Parce que c'est cela. Les populations, souvent, quand on leur demande de se déplacer parce qu'elles sont dans des zones à risque, elles prétestent qu'elles ne savent pas où aller. Il faut des moyens surtout. Il faut peut-être d'espace. Mais parfois aussi, on donne des moyens à certaines populations qui refusent de partir. Et il faut bien un suivi. Il faut être conséquent, c'est ce que je dis. Il faut un suivi, il faut être conséquent. Il faut veiller à ce que les populations se déplacent véritablement. Mais quand on a bien donné une solution de rechange à ces populations, si vous ne leur donnez pas une solution de rechange, que vous leur donnez juste de l'argent, et il va de soi que par cette paupérisation croissante, qu'ils utilisent cet argent par d'autres fins et qu'elles ne se déplacent pas véritablement. Il faut que l'État soit conséquent, sévestique là-dessus. Alors, est-ce que nous ne sommes pas, Sylvain Debailly, est-ce que nous ne sommes pas en fait en face d'un vrai défi de développement? Ceci m'amène à demander qu'est-ce qu'on aurait dû faire en termes d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain pour Abidjan, par exemple, qui s'agrandit, avec une démographie qui s'accroît également. Oui, et Abidjan n'a pas fini de s'agrandir. Abidjan va toujours s'agrandir. Ces dernières années, la capitale économique a attiré beaucoup de monde, des investisseurs du monde entier également. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que partout, et on l'a lu, qu'Abidjan a quand même un plan, ce qu'on appelle le Grand Abidjan, c'est un plan d'urbanisation. Il y a également un plan directeur. Il faut peut-être qu'un jour le mettre en place. Il faut peut-être le suivre et il faut que ce plan-là aille jusqu'à son terme avec tout ce qui est prévu comme les grands travaux d'assainissement, les infrastructures, pour ne plus avoir à déplorer ce genre de catastrophes. Il faut le dire au passage que les catastrophes, elles sont naturelles,
mais elles ont peut-être leur côté artificiel, c'est-à-dire, je vais dire, le facteur humain intervient là où le président parle d'incivisme, quand on construit sur les canalisations, quand on construit... Mais il faut que l'État veille, il faut que l'État ait les moyens, se donne les moyens pour réagir promptement et ne pas attendre pendant les saisons de pluie. Quelqu'un n'a pas le droit de construire sur une canalisation. Quand il construit là, il faut aller détruire immédiatement et ne pas attendre. Et en même temps, on fait un procès à l'État quand il dégage les gens. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben ça c'est humain, ça c'est le réflexe ivoirien. On est toujours insatisfait, mais je pense qu'il faut plus de responsabilité. Mais souvent aussi, dans ce qu'on fait, c'est la manière peut-être de communiquer qui manque. Voilà, vous ne pouvez pas aller détruire des maisons sans avoir au préalable pris les mesures d'accompagnement, etc. Parce que c'est de l'argent qui rentre dedans quand même. Alors, je pense moi qu'il faut déjà rattraper ce retard d'investissement lourd urbain. C'est surtout ça, c'est très important. Depuis un certain temps, depuis, j'allais dire, des années 80, il n'y a pas eu ces investissements. Ont été rares. N'est-ce pas? Même s'ils ont existé, ils ont été dans certaines zones, au détriment d'autres. Aujourd'hui, nous avons la grande zone de la Riviera à Cocody, qui est quand même une zone sinistrée, si bien que cette zone présentée comme... Pourtant, c'est un quartier UP, ce sont des quartiers UP, oui. Oui, je dirais que ça n'existe véritablement plus les quartiers UP et que ceux qui vivent dans les quartiers de seconde zone... En tout cas, face à la catastrophe. Voilà, seraient en train de dire qu'ils font bien de vivre là où ils sont. En plus de cela, il faut quand même un audit du secteur du foncier et de l'urbanisation qui est pratiquement confié au privé. Aujourd'hui, ce sont les privés qui évoluent dans ce secteur. Et qui font leur loi. Quel est le contrôle qui est fait déjà à la base, à la cession des terrains? Qu'est-ce qui est fait quand ils construisent? Est-ce qu'ils prennent toutes les mesures de prudence, de sécurité? Est-ce que ces personnes, enfin, est-ce que le privé est aujourd'hui l'opérateur idéal pour l'urbanisation en Côte d'Ivoire? Il faut surtout se poser cette question. Que l'État prenne ses responsabilités, Bien comme sûr. le disait tout à l'heure Sylvain de Bailly. Alors, comment expliquer ces inondations à répétition sur le plateau du fait de l'actualité? Docteur François Adou, géographe, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, donnait ses explications à Harmonie Somda. La Côte d'Ivoire est un pays du Sud, comme vous le savez bien. Une des caractéristiques d'abord des pays du Sud, c'est de ne pas maîtriser leur urbanisation. On sait tous que la population des villes ne cesse d'augmenter. Mais pendant ce temps, il n'y a pas une stratégie, une planification, je dirais, une prospective pour essayer de tenir compte en fait, des investissements en fait, publics en vue de pouvoir pallier cela. De quoi s'agit-il? De 1960 à 1980, à la période du miracle en fait, économique en fait, de la Côte d'Ivoire, de grands investissements en fait, urbains en fait, ont été faits. Avec les injonctions en fait, des bailleurs de fonds, l'État se trouve contraint de céder en fait, au privé. Ce qui fait que désormais, le foncier, même la construction, est du fait, en fait du privé. Mais ces acteurs ne sont pas forcément en fait, des professionnels. Et le rôle de la régulation en fait, au niveau de l'État ne se fait pas en fait, trop sentir. Et en plus de cela, on peut expliquer qu'il y a en fait, des populations qui se montrent plus ou moins en fait, inciviques dans la mesure où ils préfèrent faire ce qu'ils ont envie en fait, de faire sans respecter en fait, les normes en fait, d'urbanisme. Moi, quand je prends un quartier comme Cocody, c'est quand même le quartier des élites, la classe sociale supérieure. Vous trouverez par exemple des habitats de moyen et de haut standing. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Cocody se trouve dans une telle situation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de réseaux de drainage et de réseaux en fait, d'assainissement. Et ça, c'est du fait de l'État. Et je ne suis pas sûr que ces choses en fait, ont été faites, même s'il y a eu peut-être des efforts par endroit, mais dans l'ensemble, il me semble qu'il y a une pénurie en fait dans ce domaine. On écoutait, docteur François Adou. Alors, reste une question fondamentale. Est-ce que dans les années à venir,
on ne serait pas encore plus confronté à ces mêmes problèmes climatiques? Bon, si bien entendu des mesures idoines, si ces mesures-là sont identifiées, si elles ne sont pas prises à temps, il va de soi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je pense qu'il appartient à l'État, comme on le disait tout à l'heure, de prendre très tôt ses responsabilités, de sorte à prévenir d'autres catastrophes. Sylvain Debailly. Oui, il faut d'abord dire que en Côte d'Ivoire, Abidjan, la zone d'Abidjan était une zone pluvieuse. Et avec les changements climatiques, cela s'est encore peut-être aggravé parce qu'il y a de plus en plus de précipitations. Donc, quand on regarde tout cela, nous avons quand même des spécialistes de la question. Et quand je parlais tantôt de prévention, c'est tout cela à la fois, hein, les prévisions, les dispositions qu'on prend et tout, pour pouvoir limiter. Sinon, on ne peut pas annihiler ces catastrophes, mais on peut quand même les limiter en mettant un peu plus de moyens, un peu plus de technicité. Moi, j'aime pas souvent les mesures ponctuelles. Ça doit être pensé, tout cela. Et Abidjan, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut s'attendre parce que les années à venir seront encore plus prononcées. Alors, dans la deuxième partie de ce duel des éditorialistes, nous allons parler du PDCI. Dimanche dernier, il y a eu le 8 mai du PDCI au Parti unifié RHDP. Retour sur ce bureau politique agité du principal allié du RDR à travers la substance du communiqué final lu par Narcisse Ndri, le tout nouveau porte-parole de ce parti. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique prend acte des documents tels que validés par le comité de haut niveau et décide de soumettre ces documents à l'examen du prochain congrès ordinaire du PDCI RDA. Le bureau politique, face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti, décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI RDA après l'élection présidentielle de 2020. La prolongation du mandat du président du parti, la prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. Le bureau politique rassure les militants et militantes de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020. Alors, comment comprendre ce 8 mai du PDCI au Parti unifié? Je dirais plutôt que le PDCI est constant. Hein. Le PDCI est constant parce que depuis les élections présidentielles de 2015, le PDCI a mis sur la table la question de l'alternance. Le PDCI a toujours dit que le RDR lui a promis le fauteuil présidentiel en 2020. Il le réclame depuis. C'est cette voie qu'il a fait savoir, je dis, officiellement, sur laquelle il a dit nous, c'est notre décision, c'est notre position. Nous parlerons du Parti unifié après les élections de 2020. Donc vous y trouvez de la constance? Oui, j'y trouve de la constance, mais en même temps, je dis que le PDCI en a profité pour mettre fin à un débat. Lequel? Pas de parti unifié avant les élections présidentielles. Quitte au RDR de trouver une autre formule pour relancer ce débat, une autre stratégie, parce que ça peut se faire. Et j'estime que le PDCI a profité de cette occasion pour se remettre au centre de l'échiquier politique. J'allais s'offrir au mieux offrant. Aujourd'hui, le PDCI attend de s'allier à celui qui lui propose de l'accompagner, puisqu'il veut être, et il a décidé d'être la locomotive et non le train. Voilà. Alors, Sylvain Debailly, comment comprendre ce 8 mai du PDCI au Parti unifié? Oui, mais je pense qu'après toutes les bisbilles qu'il y a eu, pour le PDCI, l'heure était venue de mettre les pendules à l'heure. Il faut sortir
peut-être de cette politique de l'autruche et regarder les choses en face. Les choses en face aujourd'hui, c'est qu'un accord politique liait certains partis qu'on appelait le RHDP, mais la cohabitation était telle que ces derniers mois, une certaine tension prévalait entre ceux des cadres du PDCI qui voulaient tout de suite qu'on y adhère et ceux qui pensaient qu'il fallait aller à un rythme beaucoup plus moindre pour le temps d'observer et de bien faire le choix. Et d'avoir toutes les garanties de l'alternance. Sur les garanties sur l'alternance, précisément, bon, le RDA a sa lecture, mais le PDCI pense que si la décidé de ne pas présenter de candidat en 2015, c'est bien parce qu'il y a eu cette promesse et il y tient jusqu'à ce que peut-être que les choses se gardent plus tard, mais comme l'a dit mon confrère, je pense que le PDCI est dans la constance entre ménager ses propres cadres et ménager le RDA. À partir de cette décision, on n'accusera pas le PDCI d'avoir refusé ou bien rejeté l'offre du parti unifié. Il le dit bien dans son communiqué final que oui, au parti unifié, mais après 2020. Après 2020. Ce qui est tout à fait justifié dans sa stratégie. Alors quand on voit un peu la tension qu'il y a aujourd'hui au sein de ce parti, du PDCI, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ce parti pourrait imploser de l'intérieur? Et si oui, à qui cela profiterait-il? Effectivement, il y a des signes alarmants, mais je ne pense pas que cette crise-là puisse emporter véritablement le PDCI RDA. Et pourquoi? Ce n'est pas la première crise qu'il a vécue. C'est vrai, il y a eu la crise qui a vu le départ de ceux qui ont créé aujourd'hui le RDA, mais je dis, il y a eu une organisation qui est mise en place, elle est véritablement huilée. Le PDCI a se revendique une façon assez particulière de régler ces crises. Il ne faut pas être trop alarmiste là-dessus. Déjà, le président Bédié a apparu au plus urgent, c'est-à-dire sauver l'unité du parti en convoquant ce bureau politique. Il aurait pu ne pas le faire et attendre une autre occasion. Certainement qu'un congrès aurait été plus grave puisque le PDCI aurait véritablement affiché deux visages très contrastants. Mais je ne pense pas que cette crise-là puisse véritablement emporter le PDCI. Est-ce que là, à vous écouter, on ne va pas inexorablement vers un clash entre le PDCI et le RDR finalement? Oh, un clash entre le PDCI et le RDR, c'était prévisible, mais je pense qu'il faut faire une relecture du communiqué final du bureau politique du PDCI. Le PDCI n'a jamais renoncé à l'alliance. Le PDCI veut bien rester dans l'alliance, mais pose quand même ses conditions. Donc, si clash devait y avoir, on dirait que ce ne serait pas du fait du PDCI qui a, ma foi, respecté ses engagements pris avec Ouattara jusque-là. Voilà, mais tout compte fait, c'est quand même l'enjeu de 2020 qui fait monter la tension dans un camp comme dans l'autre, et il faut peut-être attendre. Mais encore qu'à ce niveau, il faut vraiment garder la tête froide, et il faut se référer aussi à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Quand je le dis, comme l'a dit Ignace, ce n'est pas la première fois que le PDCI est face à une telle situation, et ceux qui s'agitent aujourd'hui de l'intérieur devraient se référer à cette période-là. Il y a eu la période, je veux parler de la période après coup d'État, où le PDCI était vraiment ballotté entre deux grandes tendances, mais au final, ce sont les fidèles de Bédié qui l'ont emporté. Donc on peut quand même se référer à cette petite histoire. Point, si vous permettez, je suis quand même surpris de voir des réactions qui condamnent véritablement le PDCI de n'avoir pas dit oui. Mais écoutez, le PDCI s'appuie sur des tests. Le projet de statut ou les statuts du parti unifié, en l'article 40, ne sont véritablement pas précis. En l'article 41, ne sont pas précis. Ces tests disent que les partis politiques peuvent garder leur identité, le temps, à volonté,
de précéder le nom de chaque parti politique du sigle RHDP. Tant qu'on donne le choix aux partis politiques de décider, de se départir de leurs identités... Le PDCI prend son temps. Le PDCI prend son temps. Le temps de savoir quel risque il prend, dans quoi il s'engage, c'est tout à fait important. Donc, c'est des mesures de prudence. Mais en même temps qu'il y a cela, les tests ne disent pas véritablement qui sera le premier à faire le premier pas. Les tests ne précisent pas non plus un chronogramme clair de mise en place de la fédération. Donc, du coup, on est libre de faire un choix, celui qui nous arrange. Et chacun fait ce qu'il veut. Donc, ce qui arrange le PDCI, je veux dire. Est-ce que jusque-là, finalement, le seul maître à bord, ce n'est pas encore Ouattara? Ah, mais le PDCI, n'oubliez pas, il le faisait de roi. Dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en 2010, c'est bien le PDCI qui a considérablement pesé dans la balance pour l'élection du président Ouattara. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, le PDCI remet sa couronne, j'allais dire, tout son poids en jeu, dans le jeu politique ivoirien. Vous savez qu'à l'opposition, le FPI drague déjà le PDCI. Nous avons lu la déclaration de Daniel Boni-Claverie de l'URD, c'est bien cela, qui également fait une analyse objective de la décision du PDCI. Ça veut dire que le PDCI fait déjà, a pas déjà de prétendants. Donc, il est aussi maître de la situation. Mais il va rester la place qu'on leur fera également au sein de ce dispositif, en fonction de leur poids. Le RHDP, vous voulez non, dire à l'intérieur le PDCI voudrait bien qu'il y ait beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui draguent aussi le PDCI, mais quelle place le PDCI offrirait à ces gens, ça dépendra du poids Une chose est certaine, aujourd'hui, tous les acteurs politiques, ou presque, sont convaincus de ce qu'aucun parti seul ne peut remporter les élections présidentielles. Il est toujours bon d'être en alliance et je verrais un RDR qui pallierait vraiment d'une alliance du PDCI avec un autre parti politique, sinon d'autres partis politiques. Sylvain Debailly, votre analyse? Ouattara serait mettre à bord si jusqu'ici la cohésion demeurait, mais aujourd'hui cette cohésion-là a quand même pris du plomb dans l'aile. Alors comment pourrait-il demeurer mettre à bord dans un contexte où les deux grands du RHDP ne parlent plus du tout le même langage. Et il va falloir pour Ouattara bientôt peut-être affronter, je dirais, un autre front, qui est peut-être celui de Guillaume Soro, dont on ne sait pas, dont on sait qu'il a un agenda caché, mais qui joue jusqu'au bout, en tout cas ses cartes. Et donc, dans cette situation-là, ma foi, il est très risqué de dire que Ouattara est encore maître du jeu. C'est justement pour préserver cela pour préserver en tout cas ses cartes sur le jeu politique que, comme il a dit, le RDR faisait une cour assidue au PDCI. Aujourd'hui, les choses sont presque claires. Et ma foi, cela va amener le RDR à peut-être changer de stratégie et se lancer dans la bataille, n'est-ce pas, pour lui-même faire son propre lit. On entendait ce matin sur RFI encore le porte-parole Touro Madou dire que bon, ils ont encore le soutien de l'UDPCI, ils ont le soutien du PIT, ils ont le soutien du MFA, mais on voudrait bien voir jusqu'où ce soutien peut arriver. Alors, est-ce que pour finir ce débat, on est à quelques jours ou à quelques semaines d'un remaniement ministériel? Ça devrait compter également, cette décision du PDCI, ça devrait compter dans la balance. J'allais plutôt m'en tenir à cette sortie du ministre Joël Nguessan, précédemment porte-parole du RDR, qui a sorti une formule, cette formule classique qui quand même frise la menace. Un pied dedans, un pied dehors. Mais est-ce que M. Ouattara en arrive là? Est-ce que tous les ministres vont partir? Parce que quand vous faites une bonne analyse, vous constatez que tous les ministres du PDCI qui sont au gouvernement, ce sont ceux-là qui militent pour le parti unifié. À l'intérieur du Alors, PDCI. Est-ce qu'il va se séparer d'eux, risquant du coup de mettre,
de freiner cette campagne du parti unifié. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont en arriver là. Je pense que le PDCI donne l'occasion au RDR de revoir sa stratégie, de revoir ses techniques d'approche, de revoir bien sûr l'enjeu, les objectifs qui entend viser. Mais je ne pense pas que le RDR veuille véritablement se séparer du PDCI. Est-ce que c'est votre analyse? Oui, mais bon, dans tous les cas, s'agissant d'un remaniement ministériel, je pense que ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est à lui de voir en fonction des enjeux, de placer tel ou tel poste. Mais là où on est arrivé, je crois bien que c'est peut-être la seule carte qu'il a jouée pour pouvoir agir sur l'allié têtu PDCI. Parce que, comme l'a reconnu Ignace Bidi, effectivement au sein du PDCI, ceux des cadres qui sont au gouvernement n'ont pas la même façon de faire que ceux qui ne sont pas au gouvernement, même qui ne sont pas à des postes de nomination. C'est bien là cette tentation de toujours demeurer dans les bonnes grâces du pouvoir qui fera peut-être bouger les choses au PDCI, mais encore il faut se demander combien sont-ils ceux qui tiennent ce discours. Je vous remercie. On arrive à la fin de ce duel des éditorialistes. À la semaine prochaine.